Il est 8h10, comme chaque jour dans la matinale, c'est l'heure de retrouver le grand invité de la rédaction. Ce matin, c'est à la fois un géopoliticien et un philosophe que je reçois, Cyril Brett. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Eurasia Prospective, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Vous venez de faire paraître un petit livre fort instructif dans la collection Chemin philosophique aux éditions Vrin. Qu'est-ce que le terrorisme? Alors première question, Cyril Brett, est-ce qu'il est utile aujourd'hui plus qu'hier de parler du terrorisme? Pour quelle raison? Parce que ce serait devenu un phénomène d'ampleur mondiale et non plus régionale? Oui, le terrorisme est un phénomène qui obsède maintenant à peu près toutes les régions du monde. On avait cru auparavant que certaines pouvaient en être exemptes, par exemple l'Afrique. Le terrorisme est aussi devenu une catégorie fondamentale du débat politique dans les démocraties. C'est-à-dire que maintenant, votre adversaire est un terroriste et vous-même, vous êtes toujours plus ou moins engagé dans une lutte contre le terrorisme. C'est donc devenu vraiment un point de ralliement d'à peu près tous les discours politiques. Et puis la troisième raison pour laquelle j'ai entrepris ce petit livre, c'est que désormais, tout un chacun, quelle que soit sa génération, a rencontré le terrorisme et a été confronté d'une façon directe ou d'une façon indirecte par le biais des médias ou dans la réalité des familles, des associations ou des communautés. Alors on a bien compris que votre but c'était de clarifier cette notion et pour cela on passe par la philosophie. C'est utile de passer par la philosophie et pas seulement de passer par la géopolitique? Effectivement, je suis géopoliticien, donc j'affronte les urgences des questions. Quels sont par exemple les mouvements qui sont actuellement actifs à Idlib? Quelle est la reconfiguration entre le front Al-Nosra, l'armée syrienne de libération, etc. Le géopoliticien, c'est vraiment l'analyse de l'urgence. Il faut répondre dans le cas précis de tel ou tel mouvement terroriste, de tel ou tel mode d'action terroriste. Quand on approche ce phénomène en philosophe, on fait un pas de côté, on fait même aussi un pas en arrière et on essaye de prendre du recul. Notamment, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'interroger les préjugés, d'interroger les idées préconçues, notamment plusieurs idées préconçues qui sont bien connues maintenant. Le terrorisme, c'est plus ou moins toujours lié à l'islam. Faux. Le terrorisme, c'est un phénomène qui est récent, qui daterait au choix 2013, 2001 ou des années 90. Faux. C'est une catégorie fondamentale du combat politique et c'est une catégorie fondamentale également de la réalité de la guerre. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité écrire non pas un livre de géopoliticien, d'actualité, d'analyse de la réalité directe, mais un livre de philosophe qui reprend le phénomène dans toute son ampleur et dans ses catégories fondamentales. Alors vous interagissez en philosophe mais aussi en historien, en remontant assez loin, vous remontez jusqu'à la Révolution française. C'est là véritablement dans cette période de la terreur que s'est forgé le concept de terrorisme? C'est là que le mot apparaît. 1793, c'est là que le mot est codifié, 1798, dans le dictionnaire de l'Académie française. C'est le pays dans lequel il apparaît, c'est nous, la France, qui avons mis en œuvre, malheureusement, et catégorisé le terrorisme pour désigner les partisans de Robespierre, les programmes de massacres et d'exécutions arbitraires qui ont été perpétués. C'est donc un terrorisme venant des pouvoirs publics, un terrorisme d'État qui a donné sa matrice aux autres terrorismes et qui a été imité comme tel par les bolcheviks, par les socio-révolutionnaires, par les révolutionnaires cubains et plus largement par tous les mouvements se prétendant ou étant réellement révolutionnaires, que ce soit pour des motifs politiques, économiques, religieux, spirituels ou idéologiques. Donc l'État au sens large. On parle par exemple du prétendu État islamique concernant Daesh. Quand on est terroriste, on se réclame toujours d'une organisation qui se prétend être un État? Alors quand on est terroriste, déjà, on prétend être un soldat. On n'admet jamais être un terroriste et on prétend se battre pour un idéal bien supérieur dont la valeur est telle qu'elle justifie tous les moyens, y compris l'assassinat de passants, y compris l'assassinat d'innocents, y compris l'assassinat de victimes qui n'ont rien à voir avec la cause. Et l'État, ou en tout cas la création d'un État, est à l'horizon de plusieurs mouvements terroristes. Mouvements terroristes bien connus, l'IRA en Irlande, l'ETA au Pays Basque, l'État islamique ou le dit État islamique, les FARC en Amérique du Sud. Et pour évoquer l'actualité immédiate, est-ce que cet attentat antisémite de Pittsburgh peut être qualifié d'attentat terroriste? Alors, il faut voir simplement s'il remplit les différents critères. Et là, c'est chacun à voir si ces critères sont... Est-ce que c'est une entreprise de terreur? Est-ce qu'elle est destinée à semer dans toute une population, dans toute une communauté, un sentiment de vulnérabilité? Je peux, n'importe quand, par n'importe qui, à n'importe quel moment, être
mutilés, assassinés, violés ou molestés? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un projet politique? Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise de domination politique, domination directe ou domination indirecte, création d'un État ou simplement domination des esprits? La réponse est oui. Est-ce que ce sont les moyens les plus horribles et les plus cruels qui sont utilisés? Oui. Encore une fois, on voit les grandes catégories du terrorisme à l'œuvre dans cet attentat. Et c'est pour cette raison que la notion de victime est placée au centre de ma définition du terrorisme. Justement, Cyril Brett, vous proposez dans votre ouvrage de définir le terrorisme à partir des victimes. Pourquoi? Et une autre question, puisque je vous en donne deux pour le prix d'une, est-ce qu'il n'y a pas une tyrannie victimaire qui pourrait aller dans le fait de définir le terrorisme à partir des victimes? Alors, la tyrannie victimaire, on la voit partout. C'est un impératif d'empathie, un impératif de se placer à la place de la victime, ce qui n'est pas sans doute toujours la meilleure façon d'aborder les phénomènes politiques. Le point de vue de la victime est un point de vue qui est premier, qui est immédiat, qui est tragique généralement, qui suscite une empathie profonde, mais ça n'est pas celle des pouvoirs publics, ça n'est pas celle de l'analyste, naturellement. Non, la définition du terrorisme par les victimes que je propose, c'est une rationalisation de ce premier mouvement. Qu'est-ce qui différencie la mort d'un soldat français sur le front et la mort d'un passant le 13 novembre 2015? Qui différencie ces deux morts, qui sont atroces au même titre? Il ne s'agit absolument pas d'hiérarchiser l'atrocité ou le tragique, c'est que le soldat porte un uniforme, porte des armes. Sa mission, investie par les pouvoirs publics et investie par la nation, c'est de porter la mort au besoin pour accomplir sa mission. Le passant, lui, est un innocent fonctionnel. Quelles que soient ses convictions, il peut être salafiste ou social-démocrate, il peut être engagé dans des activités criminelles ou parfaitement honnête. Il n'a rien à voir avec la lutte politique dans laquelle l'attentat prend place. Il ne s'est pas prononcé publiquement, il n'a pas d'action publique pour ou contre l'État islamique. Mais est-ce que les mouvements terroristes ont toujours visé des victimes innocentes ou est-ce que c'est une chose nouvelle? Non, par exemple, certains mouvements, l'IRA, l'ETA, le Hamas, ont visé des soldats, ont visé des fonctionnaires, ont visé des responsables politiques. Et là, on est plus dans l'acte de guerre, quand il s'agit de cibler un soldat, guerre clandestine, guerre de guérilla, ou dans l'assassinat politique, comme celui que le groupe Manouchian, qui est un groupe à bien des égards héroïque, réalise en 1943 en assassinant le responsable du STO à Paris. La gamme des moyens du terrorisme est extrêmement large, justement parce qu'elle vise la surprise. Et donc, le terroriste essaye sans arrêt de renouveler son mode d'action pour surprendre les pouvoirs publics, surprendre les services de l'antiterrorisme et choquer l'opinion. C'est pour ça que la gamme est très large. Et c'est pour ça que la définition par la victime est éclairante. C'est ce qui permet de faire la différence entre le résistant d'un côté, le groupe Manouchian, et le terroriste, l'État islamique de l'autre. Alors, on différencie habituellement l'État de droit et puis les mouvements terroristes de l'autre côté. Pourtant, est-ce que le terrorisme peut être la matrice d'un État dit de droit ou se prétendant être de droit? C'est une contradiction dans les termes. Quand des pouvoirs publics, un État, une organisation publique recourt à la violence extrême pour susciter la terreur dans une population afin d'établir sa tyrannie, et renonce à être un État de droit. Là, la division des catégories est très claire. En revanche, en pratique, la division n'est pas très claire. Quand on commence à utiliser des procédés d'infiltration, d'information clandestine, d'espionnage, de déstabilisation ou de guerre psychologique. Là, les démocraties s'aventurent dans des domaines où elles ne sont plus tout à fait conformes à leur objet et elles ne sont plus tout à fait en conformité avec leurs propres principes. Mais c'est le grand risque. C'est un peu paradoxal parce que là, on l'a vu avec l'état d'urgence qui s'est prolongé longtemps en France, c'était dû finalement à des actes terroristes qui ont été commis sur le sol français et finalement, l'État peut devenir tyrannique sans s'en apercevoir. Il peut en avoir la tentation. L'urgence, la clandestinité des actions, l'infiltration, l'extrême menace que font peser les attentats peut inciter certains services de sécurité à proposer au gouvernement démocratique des procédés qui sont à la limite. Et là, tout est affaire d'équilibre. Il ne s'agit absolument pas d'être angélique et de considérer que seul le fonctionnement normal des institutions démocratiques permet de répondre aux menaces terroristes. Non, c'est pour cette raison que des régimes
d'urgence, des régimes dérogatoires temporaires sont institués, mais l'équilibre doit toujours être surveillé, examiné, notamment grâce aux représentants de la nation. Le Parlement a un rôle très important à jouer, le juge comme contre-pouvoir a un rôle très important à jouer, et chacun d'entre nous doit veiller par son vote, son engagement associatif, à ce qu'aucune des limites fondamentales du respect de l'état de droit ne soit franchie dans l'urgence. Et c'est bien naturel face aux attentats qui nous choquent, qui nous bouleversent, qui transforment complètement notre façon de vivre. Nous sommes tentés de réclamer des actions dérogatoires, des actions exceptionnelles. Donc la régulation, c'est la démocratie elle-même. Exactement. Mais parfois on oublie de vivre en démocratie, y compris comme simple citoyen. Exactement. Et c'est à ça qu'on peut mesurer si une démocratie est extrêmement forte. La société française, les pouvoirs publics français, les communautés françaises ont déjà démontré qu'elles avaient le sang-froid face aux attentats et la lucidité face aux législations antiterroristes pour dire ça n'ira pas plus loin. Donc il faut du courage pour cela. Il faut du courage, il faut du sang-froid, il faut de la vertu, c'est-à-dire au sens strict, une capacité de fermeté d'âme face à la violence et face à l'horreur qui trie l'essentiel, le respect des principes fondamentaux, de l'urgent, c'est-à-dire la tentation de la réaction dans l'immédiateté. Et vous écrivez aussi dans votre ouvrage, le principal défi du terrorisme pour la philosophie politique contemporaine, c'est de démystifier le statut politique de la terreur et du terrorisme. Parce que ça, c'est un des ressorts du terrorisme, c'est de faire peur. Et finalement, donc la réponse, si j'ai bien compris, c'est aussi de démystifier. Mais alors ça passe par quelles actions concrètes, le fait de démystifier le terrorisme? Par exemple, en écrivant des livres de philosophie sur la question, pour prendre le recul et pour éviter tous les amalgames ou toutes les idées reçues. Et également d'avoir le sursaut spirituel, de bien voir ce à quoi nous avons affaire. Nous n'avons pas affaire à autre chose qu'à une entreprise de domination. La résistance au terrorisme, c'est une des grandes figures de la résistance à l'oppression. Nous n'avons pas affaire à autre chose qu'à une technique d'oppression psychologique. Et on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec la résistance qui s'est organisée. Exactement. Et qui était d'abord une résistance intellectuelle. Exactement. Il faut réarmer le débat politique face au terrorisme. Il faut rappeler ce qui est l'essentiel pour nous et bien voir que la terreur est une passion qui n'a pas sa place, une passion publique qui n'a pas sa place en démocratie. Il faut donc un travail de la raison, un travail des émotions, de rationalisation de nos émotions, et de bien voir que le terrorisme n'a pas droit de citer dans le débat démocratique. C'est un autre du débat démocratique, ça n'est pas un des modes d'action admissibles en démocratie. Alors pour cela, vous nous appelez non pas à la sainteté, on fêtera la fête de la Toussaint bientôt, mais à la sagesse finalement, à la sagesse philosophique. Et je crois à la vertu, à la fermeté d'âme et à la capacité, par-delà les souffrances, par-delà l'émotion, par-delà l'urgence, par-delà l'horreur, par-delà le choc, à se ressaisir et à voir ce qui est essentiel pour nous. Donc sagesse et aussi héroïsme, mais est-ce que c'est possible pour le commun des mortels, je dirais, de faire le pari de l'héroïsme face à la barbarie? Oui, parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que les mouvements sont collectifs, et nous l'avons vu dans des mouvements comme Je suis Charlie. Par-delà ces divisions, par-delà qui sont très profondes, la société française a réussi à faire bloc autour de ce qui était essentiel, la préservation de la liberté d'expression, la préservation de la liberté de manifestation et la préservation de la laïcité. Donc nous ne pouvons pas être, je ne peux pas être un héros seul, mais collectivement nous pouvons l'être, et plusieurs sociétés, que ce soit la société espagnole après les attentats d'Atocha, que ce soit la société britannique après les attentats de Londres, que ce soit la société américaine, ou que ce soit la société civile algérienne face aux attentats, nous avons collectivement, si nous montrons la solidarité nécessaire, la capacité de résister à cette passion destructrice qu'est la terreur. Donc l'une des solutions, c'est la réappropriation du politique, en quelque sorte. Il ne s'agit pas de lutter contre les instances déjà en place, c'est-à-dire qu'il faut se les réapproprier. Parfaitement. Je vois, et je m'inquiète beaucoup, parmi les philosophes contemporains, un soupçon qui s'insinue. Les démocraties occidentales utiliseraient le terrorisme comme prétexte pour instaurer un état d'urgence permanent, un état d'exception permanent et s'orienter vers une démocrature. Ça n'est pas le cas.
Le soupçon doit être évidemment examiné, car c'est là où se joue la pureté démocratique de nos régimes, mais les institutions telles qu'elles existent, avec leurs contre-pouvoirs et avec leur diversité, ne sont pas sur le chemin de l'état d'exception ou du terrorisme d'État. Cyril Brett, il nous reste 40 secondes. Dernière question, même si bien sûr on l'a bien compris, il faut combattre le terrorisme. Est-ce que le terrorisme ne porte pas lui-même en quelque sorte les germes de son propre échec ? Effectivement, il s'expose lui-même à des actions en retour. Mais le terrorisme vise à enfermer toutes les démocraties dans un cercle vicieux, attentat, répression, attentat, répression, attentat, répression. C'est donc cette escalade qu'il faut rompre grâce à un sursaut spirituel. Merci beaucoup Cyril Brett d'avoir été notre grand invité. Vous venez de faire paraître Qu'est-ce que le terrorisme aux éditions Vrin.